Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Malou Monroe. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode Pédagogie. Et on va parler d'un sujet très tabou. Il y a pas mal de mythes autour, beaucoup de peur, d'incompréhension. C'est la pénétration anale pour les hommes, chez les hommes, et toute orientation sexuelle, confondue. On va en parler après. Et j'ai un invité exceptionnel de Marc aujourd'hui qui est du coup spécialiste en la matière parce qu'il a écrit un bouquin spécial sur le sujet. Donc le titre parle de lui-même, L'homme pénétré de Martin Pi, ici présent. Salut Martin. Salut, merci beaucoup de me recevoir, salut. Mais je t'en prie, c'est un grand plaisir, je suis trop contente. Trop bien. Merci d'être venu. Merci à toi. Martin, alors il a plein de casquettes, il est journaliste, t'es storyboarder, illustrateur, tu dessines, tu conçois aussi des BD. Mm-hmm. D'où t'es venue cette idée d'écrire une BD du coup avec Zoé Redondo aussi, qui a dessiné, qui est l'illustratrice. Donc vous êtes deux à avoir conçu cette BD. Elle a coécrit même un petit peu une partie du livre. Avec toi. Donc ils sont deux à avoir écrit ce bouquin. Du coup, d'où t'es venue cette idée de dédier une BD sur la pénétration masculine ? Alors j'étais en école de bande dessinée, parce qu'il y a des écoles de bande dessinée, c'est assez rare mais ça existe. Et on devait pitcher notre sujet de fin d'études. Donc j'avais pitché 2 histoires, donc une première, une fiction assez classique, et puis une seconde, donc cette histoire de pénétration anale. Et là, il y a eu un silence glacial dans toute la classe. Et donc mon prof m'a dit, là t'as un sujet. Et ce sujet-là, comment il m'est venu ? Alors petit plot twist, non c'est pas du tout un plot twist, mais je suis homosexuel. C'est quoi un plot twist ? C'est un plot twist ? Je sais pas ce que c'est. C'est genre quand... Mais je saurais même pas te l'expliquer. En fait, c'est quand tu retournes une situation. Tu sais, c'est dans le cinéma, par exemple. Ouais. Souvent, il y a un moment dans le scénario où d'un coup, l'histoire change. Ouais. Bon, c'est pas un plot twist. Je suis pédé. Mais du coup, pourquoi je raconte ça ? Pourquoi je parle de pénétration anale pour les hommes ? Ça vient de 2 histoires assez rigolotes. La première, c'est que l'une de mes colocataires avec qui j'habitais à Marseille refusait d'avoir des rapports sexuels avec pénétration avec des hommes si elle ne pouvait pas les pénétrer en retour, dans une volonté féministe. Ça. Donc ce cheminement lui est venu au bout d'un moment parce qu'elle en avait marre d'être pénétrée toute seule et de ne pas pouvoir mettre la personne au même niveau qu'elle. Exactement. De vulnérabilité. Exactement, parce qu'il y a toute une histoire justement culturelle de vulnérabilité autour de la pénétration. Et donc, il y avait déjà cette première personne qui m'avait parlé de ça. Ça t'a mis un tilt un petit peu sur... Déjà, j'ai trouvé ça un petit peu curieux. Et puis, en fait, 2 mois plus tard, j'ai un copain de mon village qui m'a expliqué qu'il se masturbait analement les fesses depuis qu'il était au collège. Et qu'il n'osait pas en parler à notre groupe de copains, hétéros. Ouais. Que lui, il est hétérosexuel. Et donc, il m'en parle à moi, parce que je suis homosexuel. Et moi, en fait, à l'époque, je m'étais jamais pénétré analement les fesses. D'accord. Et donc, je commence à me culpabiliser. À me dire, mais attends, pourquoi lui il le fait, moi je le fais pas ? Parce que c'est censé être quelque chose d'homosexuel. Ouais. Et là, je me dis, mais en fait, il y a un couac. Pourquoi est-ce qu'une pratique est rattachée à une orientation sexuelle ? Mais toi, tu t'étais du coup, au début, dit dans ta tête que comme tu étais homosexuel, il fallait que tu fasses des pénétrations anales. Il y a un des personnages dans ta BD qui parle de ça. Lui, il s'est forcé un petit peu à avoir des relations sexuelles anales. Parce qu'il se rendait compte qu'il aimait les hommes, qu'il était homosexuel et que du coup, dans ce qu'il voyait, ce qui était dans les représentations homosexuelles, c'était la sodomie, donc la pénétration anale, et lui s'est forcé pendant des années. Du coup, toi, tu t'as mis un petit peu toi dans ce perso, tu t'es forcé un petit peu au début ou tu disais que c'était obligatoire de passer par là quand tu étais... Au début, je le faisais pas, donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Puis en fait, je recevais énormément de pression pour avoir certains rapports sexuels que j'avais pas forcément envie d'avoir. Donc des fois, je le faisais. Et des fois ça me faisait mal, et des fois j'aimais pas ça. Et donc au bout d'un moment j'ai arrêté, parce que je trouvais ça horrible qu'on me force du coup à avoir, en tout cas je ressens des pressions à avoir certains rapports sexuels. Et donc toute cette histoire-là, parce que je me culpabilisais aussi de pas faire partie de cette population où la sodomie est quelque chose de banal dans la sexualité. Et donc il y a tout un rapport, tout ce mélange-là, ça m'a fait cogiter, et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on attribue justement ces rapports de sodomie aux hommes homosexuels et pas aux hommes hétérosexuels, alors que finalement c'est qu'une histoire de pratique. Et du coup, comment tu peux expliquer aussi qu'au niveau de l'hétérosexualité, il y a aussi un blocage au niveau de je pense que c'est la même anale. réponse que pour moi que l'histoire pour les personnes homosexuelles, il faut qu'il y ait de la pénétration, il faut qu'il y ait de la sodomie. C'est une histoire d'identité de genre et de qu'est-ce que c'est être un homme culturellement dans notre société actuellement et qu'est-ce que c'est être une femme culturellement. Et en fait, quand on est hétérosexuel,
on a ce rapport, en tout cas quand on est un homme hétérosexuel, il faut avoir ce positionnement-là où on pénètre, où on va être dans un rapport, alors imagé, hein, mais de domination, alors non pas imagé premièrement, mais dans cette pratique aussi de pénétration, il y a aussi une forme de domination, en tout cas culturellement, parce qu'il ne devrait pas y en avoir. Mais concrètement... Pourquoi tu dis culturellement, du coup, ça veut dire quoi ? Parce que je pense que pénétrer quelqu'un, c'est pas forcément le dominer. Mais nous, on y appose ce paramètre-là. On y appose toutes ces représentations de pénétrer, c'est dominer. Et d'ailleurs, quand les mecs parlent de comment ils ont des rapports sexuels, ils baisent des meufs. Ouais. Ils baisent des meufs. Les meufs les baisent jamais. Ouais. Ils disent jamais, tiens, hier, je me suis fait baiser par... Ouais. Non, je l'ai baisé, elle. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est rattaché à la pénétration. Ouais. Donc, c'est encore une fois... Il est dans l'action, c'est lui qui gère. Exactement. Et c'est lui qui... Puis il y a aussi un côté un peu... territorialiste aussi un peu quoi, genre c'est moi qui j'ai marqué mon territoire, je rentre dans le truc complètement. Mais tu dis que c'est culturel aussi qu'il y a la domination, mais au final il y a quand même un rapport qui se crée où la personne qui va pénétrer l'autre, et même nous en tant que quand je dis nous, moi je vais parler en mon nom, mais en tant que femme, je peux me sentir aussi vulnérable quand je me fais pénétrer, même juste vaginalement, hein, tu vois, parce qu'en fait il y a quand même quelque chose qui rentre en nous. Et donc, on se met quand même dans une position de vulnérabilité. Il y a quand même un rapport de force qui est un peu différent. C'est-à-dire que si une personne est mal intentionnée ou quoi que ce soit, si elle force, elle rentre. Donc il y a quand même c'est pas anodin. Alors honnêtement, je veux pas parler pour toi ou pour qui que ce soit, et surtout pas pour les femmes, mais je pense que ces notions-là de vulnérabilité, alors effectivement, on est vulnérable en se faisant pénétrer aujourd'hui, actuellement dans notre société, mais je pense que c'est culturel. Je pense que tout ça, c'est de la construction de qu'est-ce que c'est la vulnérabilité. Et notamment, typiquement, on va prendre un exemple là. Mais par exemple, là, je vais prendre cette tasse. Donc, ceux qui écoutent le podcast, mais... Imagine une tasse dans ta main, droite. On va prendre une gourde, c'est quand même plus fonctionnel. Tu prends une gourde, donc tu l'entoures avec ta main. C'est toi qui la prends. Oui. Pourtant, quand un pénis pénètre, donc prend une femme... c'est le petit pénis qui va prendre tout le corps de la femme. Oui. Il y a même une inversion des termes. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et donc, je pense que vraiment, cette notion de vulnérabilité, elle est aussi de l'ordre de la construction. Alors après, effectivement, à l'heure actuelle, oui, tu pousses, tu rentres, tu pénètres. Donc, il y a quand même cette notion-là qui est imposée. Mais par exemple, il y a un nouveau terme qui est en train d'arriver, qui est de plus en plus verbalisé, c'est le terme circlisé. Oui. Donc c'est le fait de justement baiser un homme, c'est la femme qui baise l'homme en l'entourant de toute sa vulve, de tout son corps, de tout son vagin. Et je pense qu'il faut revaloriser ces notions-là, parce que justement en rebalançant un peu les notions de vulnérabilité et de non-vulnérabilité, je pense que c'est là où on va récupérer du pouvoir et une sexualité plus chouette du coup. Et du coup, il y a aussi un tabou sur le fait donc déjà de le faire, hein, mais aussi d'en parler. On le voit dans ta BD, de la première page, on voit une étude qui a été faite en 2019. Alors c'est moi qui ai fait l'étude. Hein. C'est toi qui as fait, selon l'INSEE, Martin. Ok, très bien. Donc tu as fait l'étude sur 600 personnes environ, c'est ça ? Ouais. Alors il y a plusieurs points à redire au niveau de ces statistiques-là. C'est de la stat que j'ai fait moi en faisant tourner sur les réseaux, c'est un sondage. Okay. Mais donc il n'y a pas de contrôle de l'effectif au niveau des statistiques. Donc ça peut pas être vraiment employé comme de la statistique, il faut toujours le repréciser. Okay. Mais par contre, sur les 600 personnes qui ont répondu à ce sondage-là, en effet, je te laisse continuer. Non, vas-y, dis-nous du coup les chiffres. Plus d'un homme hétérosexuel sur 2, alors plus d'un homme n'ayant jamais eu de rapport sexuel avec un homme, parce que c'est pas l'hétérosexualité, c'est aussi différent de si tu as des rapports ou non avec des personnes du même sexe, c'est une identité. Donc plus d'un homme sur 2 qui n'a jamais eu de rapport sexuel avec un autre homme s'est déjà fait pénétrer analement. Et seulement 4% de toutes ces personnes-là, donc de toutes les personnes qui ont déjà pratiqué, sont capables d'en parler publiquement. Et donc le fait d'en parler publiquement, c'est aussi en parler dans un cercle d'amis Non, publiquement, c'est vraiment dans les médias. C'est ouvertement, quoi, que ce soit un sujet de discussion qui ne soit pas problématique à aborder avec toi, avec moi, avec les internautes, etc. D'accord. Parce que même dans le cercle privé, ça peut aussi être très tabou de se l'avouer, même entre potes, quoi. Ah bah ça peut l'être d'autant plus, parce que c'est là aussi où il y a des pressions justement à exercer une certaine forme de virilité, de position qui nous maintient dans un rôle de dominant. Donc on revient aussi à cette notion de vulnérabilité. Ouais. Du coup, c'est quoi la problématique derrière ? C'est le fait d'avoir une difficulté dans la construction de la virilité un petit peu culturelle, une difficulté à accéder à sa vulnérabilité au final, ou à lâcher.
Moi, je crois que je vais y aller très direct, mais je pense que c'est le fait d'être assimilé à une femme. Je pense que vraiment, on en vient à ça. En étant un homme hétérosexuel se faisant pénétrer, on va se sentir comme une femme. Et c'est souvent ça les enjeux, et notamment avec l'homosexualité, c'est un peu aussi les mêmes pressions, c'est-à-dire qu'en étant homosexuel, l'hétéronormativité nous pousse à reproduire des rôles genrés en tant qu'homme donc actif, donc c'est les termes qui sont employés par la communauté gay pour parler de personnes qui vont pénétrer, qui sont souvent davantage stéréotypés masculins, davantage stéréotypés dominants, davantage stéréotypés chasseurs, entre guillemets, et avec de l'autre côté les passifs, donc les personnes qui vont se faire pénétrer et qui sont là beaucoup plus dans des codes de la féminité. Et donc en fait cette reproduction-là de l'hétéronormativité dans les rapports homosexuels, elle témoigne pour moi justement de cette ambivalence en tout cas de ce lien plutôt, entre le genre, l'identité de genre, les représentations de genre et les pratiques sexuelles. Et donc pour moi, ce tabou-là de la mise à nu, de la mise en vulnérabilité, c'est davantage rattaché à des histoires de représentation que de pratiques. Parce que comme on le voit justement, dans les pratiques, c'est beaucoup plus courant que dans le fait de pouvoir en parler publiquement. Ok. Et du coup, pour ceux qui, dans les pratiques, auraient du coup des freins, ils ont envie, ça les intéresse, donc dans l'intimité, tu vois, ils ont envie, ça les intéresse, il y a quelque chose qui les attire. On va en parler après, hein, du coup, ce que c'est aussi l'orgasme prostatique. Quel conseil tu pourrais donner et quelle étape par quelle étape ils pourraient passer pour explorer un petit peu le plaisir anal, prostatique? Est-ce qu'ils commencent tout seuls? Est-ce qu'ils en parlent à leur partenaire Je pense que tous les chemins sont bons à partir du moment où on s'écoute, où on prend son temps, où on décide aussi de se faire l'amour. Ça, c'est un terme que j'aime bien dire, mais c'est pas juste de la masturbation, ou c'est pas juste, voilà, on essaie d'avoir un orgasme rapidement. C'est vraiment un travail de je cherche à me faire du plaisir. Il y a aussi un truc qui est intéressant. J'ai un copain qui a sorti un bouquin qui s'appelle Bobika, et une BD qui s'appelle Le cœur des hommes, qui est sur la contraception masculine. Et la dernière fois, il disait un truc hyper intéressant. En fait, il racontait que en se contraceptant, on s'éloigne un peu du sujet, mais en se contraceptant, il avait commencé à prendre soin de son corps. Et quand on est un homme cis, on n'est pas habitué à prendre soin de son corps, on n'est pas habitué à l'écouter. Et donc déjà, il y a tout ce travail-là d'écouter son corps, d'écouter son désir, d'écouter ses envies, d'écouter son corps. Ensuite, tous les chemins sont bons. Ce que je conseille quand même, c'est potentiellement de commencer seul, parce que ça permet d'apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître son corps, à être aussi dans un lieu ou dans un moment où on est moins en vulnérabilité, parce que justement il y a le regard de personne d'autre, à part le sien, qui peut déjà être un regard, énorme. Voilà. Parce que du coup, dans ta tête, tu peux avoir des pensées comme complètement. Je suis sale, c'est dégueu, est-ce que je suis gay Est-ce que je suis pas une meuf aussi, hein. Ça, c'était aussi des choses qui revenaient dans le sondage qu'on avait fait. Les questions sur l'identité de genre. Mais même chez les personnes homosexuelles, quoi. C'est-à-dire que, en fait, quand on est un homme cis, on a une construction identitaire où on va... Donc, homme cis, répète juste ce que c'est pour ceux qui savent pas. Homme cisgenre, c'est donc un homme qui est en accord avec le genre qu'on lui a assigné à la naissance. Donc, voilà. Très bien. Tout simple. C'est tout simple. Il y a encore des gens qui peuvent... parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de termes qui sortent en ce moment. Donc, c'est toujours bien de rappeler. Non, carrément, pardon. Okay. Non, je faisais le mec, là. Ouais. Là, on est entre nous, tu vois, mais il y a des personnes, quand ils écoutent le podcast ou qui vont tomber sur cette vidéo, ils ont peut-être besoin aussi qu'on redéfinisse un petit peu les termes, parce que c'est vraiment, il y en a énormément. Et donc, du coup, tu disais une difficulté du coup, à prendre soin de son corps, donc à s'écouter. Et donc là, essayer de s'approprier un moment où on est face à soi-même tout seul, tranquillement. Et du coup, avec quoi, par exemple? Donc, on a ces idées qui peuvent turbiner dans sa tête. Enfin, je dis honte, et je me considère comme... Ils peuvent avoir ces pensées-là. Moi, tu les as toi aussi, non? Sur d'autres sujets. On va pas déborder. Et donc... j'attends comme il retourne la situation, pardon. Et donc, du coup, cette personne, elle est sur son lit, canapé, peu importe. Avec quoi elle pourrait commencer à s'explorer? Comment elle pourrait se détendre, avec quoi? T'en parles un tout petit peu là à la fin de ta BD. C'est quoi les conseils, genre au niveau des... Bon, le premier conseil, c'est d'en avoir envie. Ouais, alors ça, c'est la base. Voilà. D'ailleurs, je précise, je devais en parler au début. Là, on est vraiment là pour discuter, mettre la lumière un peu sur cette pratique.
Mais le but de la BD et d'ailleurs de l'épisode, ce n'est pas de faire culpabiliser les personnes qui n'auront jamais envie en fait d'explorer leur plaisir prostatique anal. Ça reste une pratique qui peut être acceptée ou non. T'en parles avec une image d'ailleurs d'une chambre qui fait partie d'une pièce dans votre maison, dans votre intérieur, que vous décidez ou non d'ouvrir, de décorer ou de refermer la porte et tout. Et il n'y a pas de culpabilisation à avoir. On n'est pas out, on n'est pas complètement ringard si on n'aime pas ça. Juste, c'est comment mettre de la lumière sur cette pratique pour ceux qui sont curieux, qui n'osent pas en parler autour d'eux, qui n'osent pas poser des questions ou qui sont juste curieux de voir qu'est-ce que ça procure, d'où ça vient, sociologiquement et sociétalement aussi, qu'est-ce que ça soulève, parce que c'est quand même un sujet hyper politique aussi. Voilà. Parenthèse fermée. Et aussi, pourquoi on a des pressions culturelles à avoir cette pratique-là quand on est, par exemple, une femme ou quand on est un homme homosexuel. Oui, et pourquoi parce que justement les femmes, par rapport à la sodomie, tu veux dire. Complètement. Oui, il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Et c'est un autre sujet encore. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Et donc, du coup, à la fin, il y a une petite carte qui nous dit, du coup, quand on est tout seul, imaginons, avec quoi on peut s'explorer un petit peu. On peut commencer par quoi ? Déjà par ses mains. Ouais. Par ses doigts. Il y a une partie entre l'anus et les testicules où on peut masser un petit peu cette zone-là, ce qui peut déjà procurer du plaisir, et notamment, alors il y a des personnes qui arrivent à avoir un orgasme prostatique juste simplement en massant cet endroit-là. Ouais, donc même en faisant un massage externe. Donc ça peut être intéressant déjà pour débuter de commencer par l'extérieur, parce que ça peut être un petit peu intimidant d'aller à l'intérieur. De ouf. On peut aussi lubrifier évidemment, mettre de la musique, ça c'est un très bon truc aussi. Qui te détend, qui te fait du bien. Ouais, grave. Savoir que personne va venir dans la pièce, ça aussi c'est important. Comme ça on est safe, on se sent bien. Et puis voilà, prévoir du temps. Prévoir du temps et surtout ne pas chercher à avoir un orgasme prostatique. Ça, c'est le meilleur conseil que tout le monde donne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans une recherche. Et ça, c'est très dur quand on a... pour tout dans la sexualité. En fait, pour tout. Mais c'est très dur, je pense, quand on est un homme qui veut chercher ce plaisir-là, bien justement. Si j'y vais, j'ai intérêt à jouer, mon gars. Exactement. Je veux pas faire ça pour rien. Non, mais c'est sûr. Mais en fait, non, faut vraiment prendre son temps et pas justement chercher forcément ce plaisir-là, parce que sinon, vous allez vous bloquer. En fait, c'est des zones où on n'est pas habitué à ressentir du plaisir là, on a complètement contracté ces zones-là, ça n'existe pas, on les a niées. C'est le cas de le dire, contracté, c'est contracté. Complètement. C'est surtout quand t'es stressé, ça doit pas être ça facile. Fonctionne pas. Ouais, ça fonctionne, il faut faire très attention. Du coup, il y a de la sécurité à avoir aussi, mais ça on verra quand on sera plusieurs. Non, quand vous passez derrière la caméra, vous venez... Non, je rigole. Non, c'est... Non, parce que le podcast, il est filmé, je rigole. Mais en fait, je dis quand on sera en couple... pas nous deux. Quand il y aura deux personnes qui seront ensemble et qui veulent faire ça à deux, il y a une notion de sécurité à avoir. On en parlera après. Donc, bien écouter la personne en face et tout. Mais du coup, tout seul, donc, tu disais, donc, musique et tout. Commencer du coup peut-être dans la zone entre les testicules et l'anus, et puis une fois qu'on est sur l'anus et qu'on a envie peut-être d'aller plus loin, lubrifiant, du bon lubrifiant anal qui est plus épais et tout, qui aide plus. Ouais, mais franchement des gants. Non, pas forcément. Le gant, ça sert à quoi, le gant? Parce qu'on en a déjà parlé, on m'a dit le gant c'est bien. Pour le fist, des fois il y a du gant. Là, on parle. Alors la prostate, c'est quand même à 2 phalanges de profondeur, donc c'est pas très loin. Ah oui, c'est bien de le préciser ça. C'est pas besoin d'un cône de signalisation. Non, voilà, tranquillou. Et puis en fait, on teste. On peut tâter un peu les parois, voir un peu qu'est-ce qui réagit plus, qu'est-ce qui réagit moins, et puis surtout s'habituer à cette sensation-là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment faut qu'on s'y habitue, quoi. Et donc titiller un peu, voir ce qui se passe, s'arrêter, recommencer ou continuer comme on veut. Mais il faut vraiment y aller tranquille. Et après, si jamais on a envie d'y aller un peu plus directement, ou en tout cas si on est plus expérimenté, on peut utiliser des plugs. Alors ça c'est sympa. Tailles aussi, avec différentes tailles. Alors toujours quand vous introduisez quelque chose dans l'anus, il faut toujours qu'il y ait une base. Parce que sinon, avec le phénomène d'aspiration, vous pouvez retrouver avec le sextoy ou l'objet coincé à l'intérieur de votre corps. C'est pour ça que les plugs, ils ont une petite base en bas. Ok. En forme de diams des fois et tout. Ouais, exactement. Très bien. Mais même tu sais, en dessous, de lapin. Ça fait le diams et en dessous, il y a vraiment une base pour que ça retienne, quoi. Ok, très bien. Et sinon, après, outil merveilleux, les masseurs prostatiques. Ah oui. Ça, c'est incroyable quand même. Ça a une forme un peu de cornichon comme ça, qui rentre, qui se c'est une forme un peu bizarre, on dirait un peu un alien, mais c'est l'outil parfait parce que justement il vient se loger sur toutes les parois de la prostate, donc ça va faire, je sais pas comment expliquer, mais à l'image vous verrez, ça fait une espèce
de petits creux, quoi, au milieu. Ouais. Et du coup, toutes les parois sont en contact. Alors, on dit aussi qu'il faut éviter de trop stimuler avec des masseurs prostatiques qui vibrent. Parce que justement, ça peut désinhiber cette zone si on n'a pas encore l'habitude de la connaître. La désensibiliser, tu veux La dire? désensibiliser, pardon. Ok. Ouais, Parce que exactement. désinhiber, c'est ce qu'on veut. Ouais. Non, la désensibiliser, et ça, on veut pas. Okay. Mais en tout cas, voilà, il y a la possibilité d'acheter cet objet-là qui, en vrai, est hyper pratique et permet vraiment de décupler les sensations. Donc, massage prostatique, ça peut un petit peu désensibiliser si on en fait trop. Mais c'est le masseur facile. prostatique, ouais. J'ai dit quoi? Massage. Ah non, oui, parce que t'as les massages aussi, mais l'outil sextoy ouais. masseur prostatique, ouais. Et donc ça, c'est facile à utiliser tout seul. En fait, tu l'insères et ton corps fait le taf. C'est assez impressionnant. Il se met à se contracter, se décontracter, se contracter, se décontracter. Et donc, en fait, t'as un peu rien à faire à part te laisser aller, kiffer et voir ce qui se passe. Et c'est ce que tu dis dans ta BD, c'est que au début, parfois, il se passe rien. Ah ouais, au début, il se passe rien des fois. En fait, c'est vraiment une zone... moi, pour être tout à fait transparent, au début, ça me donnait envie de vomir. Ah ouais, okay. Et je sais pas pourquoi ni comment. Est-ce que c'est juste physiologique ou est-ce que c'est une histoire de choses intériorisées? C'est aussi possible. Mais en tout cas, ça me générait une réaction pas très agréable. Et en fait, au fur et à mesure que je me suis habitué à la sensation, là, c'est devenu de plus en plus plaisant. Mais donc, c'est vraiment... Je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire sur la connaissance de son corps, l'apprentissage de nouveaux plaisirs. J'avais rencontré un sexologue d'ailleurs pour le bouquin qui s'appelle le Docteur Arnoulet à Marseille. Et il m'avait raconté qu'en fait les orgasmes c'était la projection d'un fantasme sur une partie du corps. Et qu'en fait on pouvait avoir des orgasmes d'à peu près tout. Et même cérébralement. En fait c'est que cérébral. Voilà. L'orgasme c'est cérébral. Après il y a des contractions physiques qui se passent. Mais en vrai le plaisir c'est cérébral. Tu peux avoir un orgasme de la main. De la main. Dingue. Du doigt. Mais c'est énorme. Du sourcil. Ah ouais. Bon après j'ai jamais eu hein, mais apparemment c'est un ouais. truc de ouf. Mais tu vois dans le film Intouchable. Oui les oreilles. Ouais. Mais elle les touche. Ouais. J'y ai pensé direct à Intouchable. Mais elle les touche les oreilles. Ah oui, alors que là on peut imaginer. Ah non en touchant quand même. Ah, tu vois. Je pense qu'il faut quand même stimuler la zone. Ah c'est pour ça que je disais cérébral. Mais dans ton bouquin il y a un moment un personnage il arrive à avoir il arrive à avoir un orgasme tout seul en y pensant. Mais ça c'est une histoire de ouf. Mais c'est après des années de Exactement. pratique. En fait c'est quelqu'un qui avait je sais plus si c'était un cancer ou en tout cas un problème à la prostate et du coup pour soulager la douleur son médecin lui avait prescrit un masseur prostatique. Ça peut être médical en fait aussi. Ça peut être complètement médical. D'ailleurs c'est souvent ça que les informations qu'on a sur la prostate, c'est pas tant le côté plaisir mais c'est plutôt le côté danger, cancer médical, perte de sexualité parce que enfin voilà il y a plein de choses qui y sont rattachées. Mais du coup cette personne elle s'insérait donc le masseur prostatique pour soulager ses douleurs prostatiques. Et puis en fait, elle avait des orgasmes. Et puis elle est devenue hyper addicte au truc, quoi. Si bien que son médecin lui a dit bon, maintenant, il va falloir arrêter. Et en fait, il se remettait dans la même position que parce qu'il avait tout un rituel où il se mettait sur 2 coussins, etc. Et en se remettant sur la même position sans stimuler, il obtenait l'orgasme. Dingue. C'est ouf. Stylé. C'est incroyable le corps humain quand même. Ouais, c'est un truc de fou. Trop bien. Et donc, avant d'atteindre ce stade-là, petit à petit, tu t'explores et tout. Au début, tu peux ne pas forcément ressentir des choses. Parfois, tu vas ressentir des choses qui sont complètement différentes de tout ce que tu as pu ressentir. Donc, ton cerveau, le temps qu'il capte ce qui se passe, ça peut donner un peu le tournis, quoi. Puis, au bout d'un moment, tu peux accéder à cet orgasme prostatique. Alors, ouais. Et c'est quoi la différence avec l'orgasme? Enfin, c'est la même chose que l'orgasme éjaculatoire? Non, c'est complètement différent. En termes de sensations, c'est différent. Alors déjà aussi, je veux préciser qu'il y a des gens qui l'ont direct. Hein. Enfin aussi, j'ai discuté avec des personnes, ils sont insérés un masseur prostatique et ils n'étaient jamais sollicité cette zone-là et puis ils ont eu un orgasme. Donc ça arrive aussi que les personnes, je sais pas, le truc fonctionne quoi. Okay. Tant mieux pour eux. Dingue. Et donc, c'est quoi ta question? Et la question c'est la différence entre, entre les deux orgasmes. Éjaculatoire et prostatique. Alors, ça n'a rien à voir. L'orgasme éjaculatoire, au niveau des sensations que ça procure, c'est assez éphémère, c'est assez rapide. Il y a une éjaculation aussi, en général. Alors, des fois, il n'y a pas d'éjaculation. Même sans stimuler le pénis? L'orgasme éjaculatoire? Ah non, je pensais que tu parlais de l'orgasme... Non, l'orgasme éjaculatoire, c'est vraiment une éjaculation avec un plaisir très court qui dure pas longtemps. Ouais. Alors des fois il n'y a pas d'éjaculation aussi, ça c'est possible. Et tu peux avoir quand même un orgasme. Parfois tu as une éjaculation sans orgasme. Et parfois tu as une éjaculation sans orgasme. Mais c'est quand même rattaché à la zone du pénis. L'orgasme prostatique, c'est des fois tu bandes pas.
Des fois, la plupart du temps, t'éjacules pas du tout. Et ça va être un plaisir beaucoup plus diffus. Donc, c'est-à-dire que... Qui ressemble plus à l'orgasme féminin, peut-être, alors? Bah, peut-être. J'en ai jamais eu d'orgasme féminin, donc je peux pas dire. Mais en tout cas, de ce que les personnes témoignent, ça y ressemble. Ça y ressemble beaucoup plus. C'est beaucoup plus progressif. C'est beaucoup plus prenant dans tout le corps. Moi, je trouve ça quand même beaucoup plus intense. Mais c'est peut-être parce que c'est plus étalé sur la durée. Voilà. Et en fait, ça te chamboule, quoi. Il y a un peu ce truc-là de... Tu perds le contrôle. Ouais, un peu, ouais. C'est pour ça qu'il y a plein de mecs qui ont peur de perdre le contrôle. Enfin. Bah, en vrai, c'est compliqué de perdre le contrôle. Hein. Mais c'est tellement moi, j'ai stressant. peur. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à atteindre l'orgasme aussi. Hein, Complètement. Parce qu'on est aussi en contrôle et en retenue sur beaucoup de choses. Nous aussi, on a beaucoup de choses à déconstruire. Ok. Et du coup, tu dis dans le bouquin, là, au début, quand on s'explore du coup tout seul l'anus, c'est conseillé de pas trop toucher au pénis au début. Pourquoi ? Ouais, parce que ça distrait. Okay. En fait, c'est toujours la même histoire que comme c'est une zone qu'on... Bon, en général, les hommes cis connaissent le plaisir de la masturbation du pénis. Et donc souvent, en fait, quand on essaye de redécouvrir un plaisir différent, il faut éviter de stimuler quelque chose qu'on connaît parce que sinon, toute l'attention va se focaliser là-dessus. Okay. Et donc pour justement éviter en tout cas pour essayer de vraiment développer ces plaisirs prostatiques, mieux vaut éviter au début de stimuler le pénis. Alors après, on pourra faire des combos, hein, pas de souci. Mais en tout cas, pour vraiment appréhender qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça nous fait, mieux vaut se focaliser au début sur le plaisir prostatique uniquement. D'accord. Dans les peurs qu'il y a du coup que les hommes peuvent ressentir à l'idée d'explorer un peu leur anus, on a parlé peur d'être un peu troublés sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre. Il y a la peur d'avoir mal. Bien sûr, ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal si on n'est pas assez détendu, si on force, si la personne en face est trop pressée ou quoi que ce soit. On a un petit peu vu du coup comment on pouvait se détendre un petit peu et trouver des outils et avec quoi faire ses premiers pas. Mais il y a aussi la peur d'être sale, en fait. La peur d'être sale ou que soi-même ou la personne en face ait accès à une partie de nous on trouve sale. Comment on peut aider la personne à se sentir propre, avec quel outil, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sentir un petit peu clean, quoi. Qu'est-ce qui existe ? Alors déjà, moi je pense que le premier truc, c'est d'essayer de déconstruire que la sexualité c'est propre. Ok. Parce que c'est pas propre. Parce qu'en vrai... Qu'est-ce que la propreté au final ? Ouais, en fait, non mais c'est surtout... il y a des échanges de fluides, il y a du sperme, c'est des endroits où il y a de l'urine, là c'est des endroits où il y a des excréments, donc forcément c'est pas propre, on va pas se mentir. Mais après, qu'est-ce que c'est être propre en fait, exactement ? Finalement, on a romantisé la sexualité avec des histoires de pétales, de roses, etc. Alors qu'en réalité, la sexualité, il y a quelque chose il y a des mélanges de fluides, quoi. On va pas se mentir, c'est ça. Ouais. Donc déjà, je pense qu'il y a un premier recul à avoir au niveau de ça, au niveau de qu'est-ce que c'est la sexualité, qu'est-ce que c'est être propre, qu'est-ce que c'est être clean. Et en second temps, on peut très bien se faire un lavement, se passer un jet d'eau. Comment on fait un lavement ? Un lavement, il y a des petites poires à lavement. Alors moi, j'en ai jamais fait, mais il y a des petites poires à lavement. Oui, toi, tu t'en fous d'être propre. Non, pas du tout. Non, mais je me passe un jet d'eau, tu vois, dans la douche. Mais ça marche, ça ? Mais oui, ça marche. Mais ça reste qu'à l'extérieur, non ? Bah non, non. Je vais pas faire un dessin, mais non. Ah ouais ? Bah si tu décontractes ton anus et que tu mets le jet d'eau à l'intérieur... mais non. Comment tu décontractes ? Franchement, c'est pas si facile pour... Ouais. Comment tu décontractes tout seul comme ça dans ta douche tu utilises c'est des vraies questions techniques, je suis désolée, mais... Alors, il y a un trick, mais bon, je sais pas s'il est bon à donner, mais c'est de pousser. Comme si t'allais aux toilettes. D'accord. En fait, quand tu pousses comme si t'allais aux toilettes, ton anus s'ouvre. Ok. Et là, tu passes le jet d'eau. Ouais. Ok. Exactement. Et ça marche comme une poire lavante. Exactement. Et une poire lavante, alors c'est un outil que tu peux acheter en pharmacie. Et en fait, alors, ce qui est pratique avec les poires, c'est que c'est la bonne quantité d'eau. Ok. Parce que, là, ça va faire un peu peur, mais si tu dépasses le deuxième muscle de la paroi anale, là, ça va dans le côlon, et du coup, ça peut stocker de l'eau pendant un moment, et au moment où tu te décontractes, ça peut ressortir. Donc, ça, c'est vraiment pas le top. Donc, ce qui est intéressant avec la poire à lavement, c'est que c'est vraiment la bonne quantité, et donc, tu te le mets dans les fesses, et ensuite, ça te clean, quoi. Ok. Mais en vrai de vrai, quand vous avez pas envie de faire caca, il y a pas de caca. D'accord. Enfin, c'est un peu... Il peut y avoir des petites traces, ok. Mais enfin, il va rien se passer de grave, quoi. Et en vrai... Et au pire, il y a une trace. Au pire, il y a une trace. Ouais. Au pire, il y a une trace. Il y avait un gars, je l'avais fait un truc et tout, par derrière, lui, il avait complètement accepté. Il aimait bien. Et en fait, effectivement, il y avait eu un peu de trace sur un de ses coussins. Ouais. Et le mec, il a vu ça.
Il a fait « Ah, la tour Eiffel !» Et il s'est relevé, il s'est cassé, quoi. Il s'en foutait. Et je me suis dit, mais c'est beau, en fait, ils s'en bat les steaks. Bah ouais, voilà, quoi. On a fait un truc et puis il n'y a pas de « Ah, je suis désolée, c'est bon. » Après, ça peut gêner certaines personnes et c'est OK aussi qu'elles soient gênées. Et on peut en discuter. Lui, il a complètement il est passé dessus, quoi. Mais c'est sûr que c'est normal que ce soit... On puisse être gêné aussi qu'il y ait une personne qui accède à ce truc-là. Bah, complètement. Pas si easy, quoi. Non, mais tu vois, je sais pas, tu te galoches jusqu'au fond des amygdales, c'est pas non plus sexy. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Bouf. Non mais oui, ok. Non mais en fait si c'est sexy. Tout est. Mais je suis pas en train de faire. Je suis pas un fanat du caca. Moi non plus, ça me fait pas plaisir quand il y a des traces ou quand je trouve des trucs. Mais en fait, ça fait partie aussi de la vie, quoi. Mais bien sûr. Et je pense qu'il faut déstigmatiser ça débloque un truc quoi. aussi. Je pense du coup, ça doit débloquer beaucoup de choses dans le reste de la sexualité aussi. Bah ouais, même dans le rapport au corps, tu vois. Ouais. Trop bien. Et est-ce qu'on peut faire juste remettre une petite lumière du coup sur... Donc là, on a beaucoup parlé des hétéros, du coup leur rapport avec la sexualité anale et tout. Pour les homosexuels, dans la BD, donc on en a un petit peu parlé, il y a un des personnages qui se cherche beaucoup, qui se rend compte qu'il est homo, et qui en fait se rend compte qu'il aimait pas forcément la pénétration anale, parce qu'il y a beaucoup de clichés en mode, quand on est homo, on aime la pénétration anale, on doit être pénétré forcément. Toi, t'as pu traverser ça aussi, et du coup, tu t'es rendu compte que t'aimais pas forcément ça non plus, alors que du coup t'aimes les hommes aussi. C'est quoi le terme Il y a un terme qui s'est développé pour les... Ouais, alors c'est un terme qui vient des États-Unis, qui s'appelle, c'est le mot side, donc c'est en anglais ça veut dire côté. Donc parce qu'il y a le terme top, bottom, donc top c'est actif, bottom passif, donc pénétrant, pénétré, versatile, donc ça c'est je fais les deux. Et ensuite il y a du coup un nouveau terme qui s'appelle side. Qui donc sont les personnes qui aiment les rapports sexuels sans pénétration anale. Okay. Sans pénétration. Et en fait, ce qui est assez chouette... C'est sans pénétration ou sans pénétration anale ? Non, sans pénétration anale. Sans pénétration anale. Parce que side, ça pourrait se retrouver chez les hétéros aussi, j'ai envie de dire, pour les femmes qui aiment pas forcément la pénétration vaginale. Non, mais c'est nous, un on dogmate. se met la pression de il faut qu'on soit pénétré vaginalement, parce que dans le porno, il y a que ça. Mais surtout qu'en fait, il y a plein de monde qui, notamment plein de mecs, quand ils ont pas pénétré, ils considèrent qu'ils ont pas fait l'amour. Oui, voilà, exactement. Mais en fait, t'as pu passer 3 heures à faire des préliminaires. Ah, d'ailleurs, ce mot est horrible, préliminaire. Ouais. Mais à faire du sexe où c'est trop chouette, où tu découvres l'autre, où franchement, au niveau des sensations, c'est bien mieux qu'une pénétration. Et puis, bah non, on n'a pas couché ensemble. Il y a les doigts, il y a les mains. Mais oui, non, mais grave. Oui. Et en fait, ça, c'est tout un... Moi, je suis trop content parce que ça arrive sur les applications de rencontres gays. Et en fait, ça permet de discuter aussi de qu'est-ce que c'est la sexualité. Très bien. Et donc, je pense vraiment qu'on a une mauvaise conception aussi de qu'est-ce que c'est la sexualité. On s'imagine toujours que c'est une histoire de pénétration. C'est pour ça qu'on est là. Ouais, merci. Pédagogie, et que t'es là. Merci. Mais de rien. Et franchement, il y a beaucoup de travail, énormément de choses à déconstruire des deux côtés. Et puis toute identité de genre, orientation sexuelle confondue. Je pourrais en parler pendant des heures avec toi parce que c'est trop intéressant et que... c'est un sujet. Mais on va en parler après au café. Mais t'inquiète, vraiment, c'est bon. Après, je peux pas, mais on en reparlera. Vraiment, c'est très intéressant. Juste pour terminer, est-ce que, mis à part du coup la BD, donc l'homme pénétré, avec Zoé Redondo aussi, qui a travaillé sur la BD, est-ce que t'as développé d'autres formats qui parlent de la pénétration anale pour hétéro ou homosexuel Alors, il y a merde, je suis nul avec les noms, mais il y a un gars qui est super qui s'appelle Adam. Oh, zut, il est dans les références, attends. Je suis désolé, je suis vraiment nul avec les noms. Bah, déjà, vous avez plein de références à la fin du livre. Tiens, ça, c'est pas mal comme promo. Et il s'appelle... En fait, il a un forum qui s'appelle le Forum des Nouveaux Plaisirs, où justement, il discute de toutes ces histoires-là de pénétration. Adam M. Et donc sur ce forum, les Nouveaux Plaisirs, ils discutent de tout ce de comment les gens font, qu'est-ce qu'ils en pensent, quelles sont leurs pratiques recommandées. Donc c'est déjà chouette parce que ça permet de discuter avec des gens qui pratiquent, ce qui est assez rare d'avoir des espaces pour discuter de ça. Voilà, déjà première, franchement grosse recommandation. Sinon il y a les podcasts. Ouais. Il y a des podcasts super sur ça. Toi, t'as des idées d'autres formats que tu pourrais développer ? Moi, d'autres formats, non. Je pense que là, j'ai fait le tour du sujet. J'ai mis ma pierre à l'édifice. J'ai envie de parler d'autres choses. Okay. Là, je fais un travail sur une BD sur le chemsex. C'est la drogue, mélange de drogue, sexualité. Exactement, l'addiction à la drogue, à la sexualité dans les milieux gays. Voilà, j'ai d'autres projets en cours. Je pense que
je veux pas être un spécialiste non plus de ça. Enfin, de toute façon, je le suis pas. Et donc voilà, c'est un outil pour moi. J'ai fait un espèce d'état des lieux de qu'est-ce qu'on savait sur la pénétration anale à cette époque-là. Et il y a les couilles sur la table qui ont dédié un podcast sur ça. Ok, super. Et justement, c'est là où j'ai découvert ce Adam M, Ouais. qui est un forum des nouveaux plaisirs. Merci Martin. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le rappelle, Martin Pi et Zoé Zoé Redondo, Redondo. donc, qui ont fait L'Homme pénétré, que vous pouvez retrouver en librairie. Dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies, vous pouvez retrouver chez Passage du Désir Commandez-la. aussi. Merci Martin d'être venu, de t'être déplacé. Merci pour ce bel échange. Merci. J'espère qu'on va aider certaines personnes à accéder à ce plaisir-là. Bah moi aussi. Et merci à vous tous, vous toutes, d'être là avec nous encore et toujours. Ce podcast, il est sur toutes les plateformes de stream. Il est aussi visionnable sur le YouTube de Passage du Désir. En vidéo, il est tourné en ce moment même. Et voilà, c'est animé par moi-même, Malou Monroe, avec grand plaisir. Et c'est conçu par Passage du Désir, qui est une enseigne qui est en physique, un peu partout dans la France, aussi sur Internet. On a un Insta, Passage du Désir aussi, qui parle de plein d'autres sujets de sexualité. Vous pouvez rebondir sur cet épisode sur YouTube. Vous pouvez nous proposer d'autres sujets d'épisodes. Et puis on se retrouve toutes les 2 semaines. Je vous embrasse, merci. Au revoir. Merci Martin. Merci à toi.